Et bonjour à tous. Bonjour François. Bonjour Lies. Tu vas bien? Ah, très bien. Eh ben parfait. On lance officiellement ce webinaire. Vous êtes 18, 20. Allez, ça, vous êtes en train d'arriver au fur et à mesure. Ce qui va se passer, c'est qu'on va vous laisser quelques minutes le temps que tout le monde arrive, puisqu'on a près de 300 inscrits, hein, et on va commencer le webinaire d'ici une à deux minutes. Hmm. En attendant, François, tac. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Génial, génial, génial. Bonjour Clémence, ancienne de Ptou qui est parmi nous. Et bonjour Pauline, Pauline aussi qui a travaillé avec nous. Bonjour à tous. Pour ceux qui viennent d'arriver, on se laisse quelques minutes avant de commencer le webinaire, le temps que tout le monde puisse arriver. Génial. Alors pour information, pour ceux qui viennent d'arriver, on a un onglet discussion et je vois que vous êtes assez nombreux à interagir au sein de cet onglet-là. Donc merci, n'hésitez surtout pas à créer de l'interaction sur ce canal de communication-là. Et on a un autre onglet qui s'appelle questions-réponses qui est vraiment dédié, comme son nom l'indique, aux questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser plutôt vos questions sur ce canal-là et on pourra potentiellement se poser pour répondre à ces questions. Euh, Touc, touc, touc. Est-ce qu'on se laisse encore quelques minutes, Paul-Étienne? Vous pouvez commencer dans 2 minutes, je pense, à 5. Ok, génial, génial. Est-ce que tu veux nous raconter ta meilleure blague, François, en attendant? Non, mais informer les gens qu'il y a quand même déjà 60 personnes connectées, tu vois. C'est déjà pas mal, 60 personnes connectées, effectivement, vous êtes beaucoup. On en attend encore quelques-unes et on démarrera. Est-ce que le nom continue de grimper ou pas? Là, on cap à 60. Ok, bah en fait, quand ça commence à caper, justement, Il suffit que je dise ça pour que ça augmente. il y a des calls qui se terminent, on va retrouver de scène. Oui, exactement. En cette belle période ensoleillée. En plus, c'est une fin de trimestre, donc les sales se sont occupés normalement. Exactement, tu as raison. Fin de trimestre. Fin de mois et fin de trimestre. Chez Opto, on est en décalé, donc Ah ouais? ouais, nous on commence l'année en septembre, donc la fin de trimestre c'est le mois de mai. Le Q3 a terminé au mois de mai, donc le Q4 c'est juillet, août, septembre. D'accord, c'est marrant. Juin, juillet, août, pardon. Euh, Eh ben, bonjour à tous. Merci pour vos bonjours dans le chat. Ce que je disais, c'est que on a un canal de communication pour la partie, si vous voulez discuter avec nous de différents sujets que vous avez là. Et ensuite, on a la partie questions-réponses, si jamais vous avez besoin de poser des questions dédiées. Pour information, l'objectif, c'est aussi de vous faire interagir lors de ce webinaire. Et on a prévu quelques sondages pour que vous puissiez répondre à quelques questions lors de ce webinaire. Et ben moi, je vais vous proposer de commencer, il est 11h05, donc on va démarrer et les personnes qui sont en retard nous rejoindront en cours de route. Et ben, on est très heureux avec François de faire ce webinaire et je vous remercie pour votre inscription qui va tourner aujourd'hui autour du CRM, autour de comment on génère davantage de chiffre d'affaires avec son CRM. En l'occurrence, aujourd'hui, on va parler d'HubSpot, qui est un CRM que François et nous, on connaît bien. Et l'objectif, c'est de vous donner des éléments par rapport à ce CRM et à comment on est capable de générer davantage de chiffre d'affaires. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va se présenter parce que faut que vous aussi puissiez comprendre qui on est et pourquoi en fait on vient vous parler de ces sujets-là aujourd'hui. François, je te laisse peut-être te présenter en premier. Écoute, si tu veux, avec plaisir. Donc moi, je suis fondateur d'une boîte qui s'appelle Histoire de Slide, dont le métier est de faire des présentations PowerPoint d'exception pour toutes les occasions possibles, enfin des occasions à enjeu, Ok. évidemment, dans lesquelles il y a un public à convaincre de quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on s'appelle Histoire de Slide. Chacun des deux mots est important. On bosse le contenu et le design, puisque si l'enjeu est de convaincre, évidemment, avoir des jolis slides, c'est toujours plus sympa, mais ça suffit pas. Il faut avoir une histoire sur le fond à raconter qui tienne la route et qui soit de nature justement à convaincre. Donc c'est ça notre métier.
Tu veux que je raconte un peu ce qu'on fait, quel est Ouais. l'enjeu commercial chez nous tant que j'y Ouais. suis? Donc en fait, on a un business model qui est à la prestation, donc on n'a pas d'activité récurrente sur abonnement. C'est-à-dire que bien sûr, on a des clients qui reviennent de temps en temps souscrire des prestations chez nous, mais c'est pas un business model d'abonnement. Donc pour nous, la performance commerciale, d'ailleurs, c'est presque cœur de métier. C'est pas cœur de métier, mais c'est hyper important dans la mesure où les projets sont assez courts, un mois et demi maximum. Et du coup, on a un enjeu à faire entrer des nouveaux clients en permanence. Donc, l'acquisition client est un enjeu clé chez nous, la performance commerciale au sens large. Ok. Et du coup, c'est la raison pour laquelle on se parle et que tu as eu la gentillesse de m'inviter. Eh ben, merci François pour cette présentation. Je me présente aussi très rapidement. Donc moi, je suis Yes Boukaroui et je suis directeur de la BU CRM et Sales Ops chez Up2. Concrètement, moi, je suis l'ancien Head of Sales Ops d'Up2, donc l'ancienne personne qui s'occupait de la performance commerciale en interne pour nos 100 commerciaux sur les sujets d'outils, de process, de data et de performance commerciale de manière générale. On a monté une offre il y a un peu plus d'un an aujourd'hui sur ces sujets de CRM, de process et de performance commerciale. Et je porte cette offre-là. Et donc aujourd'hui, mon rôle, c'est d'accompagner les entreprises comme la vôtre sur ces sujets-là à se structurer commercialement. Pour revenir assez rapidement sur Up2, parce que c'est Up2 aussi qui organise cet événement-là, on est aujourd'hui l'acteur majeur de la transformation commerciale des entreprises en France. On accompagne plus de 8000 clients, principalement des PME et des ETI françaises, sur les sujets de transformation commerciale, sur les leviers que vous pouvez voir sur l'écran aujourd'hui, les sujets de recrutement, de méthode, de compétences, mais aussi de process et de productivité commerciale. Aujourd'hui, on va plutôt s'atteler à des sujets d'outils, de process et d'efficacité commerciale. Mais finalement, tous ces sujets sont connexes et on va y venir juste après. Et, François, ouais, oui, François. j'allais te dire, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait, on travaille avec Upto depuis un petit moment. Et justement, sur une bonne partie de tous ces sujets-là, parce qu'on a commencé sur le recrutement, et puis dans la suite logique, l'onboarding et la formation, la formalisation d'un book de vente après avoir réfléchi sur les méthodes de vente les plus efficaces. Et puis, il y a un moment où tout ça doit se concrétiser dans des outils, et donc c'est là qu'on parle de CRM. Exactement. Alors, on va pas faire un contexte qui dure 30 ans parce que je sais que vous êtes en attente aussi d'éléments concrets. Juste avant de se lancer dans le vif du sujet, j'aimerais revenir sur quelques éléments de contexte qui nous permettent aussi de donner de la matière à pourquoi on se voit aujourd'hui et pourquoi on va parler de ces sujets de développement de chiffre d'affaires. Chez Up2, on est à peu près 250 personnes, dont 100 commerciaux. Et finalement, la vente, c'est un peu notre ADN. Hein, tu viens d'en parler, François. On fait aussi des études auprès des directions commerciales et on en a réalisé une il y a quelques mois sur quels sont les enjeux des directions générales et commerciales pour 2024. Et ce qu'il en ressort, vous le voyez comme élément les plus importants, c'est l'efficacité commerciale. C'est le gros sujet qui ressort. Par efficacité commerciale, on entend être capable d'améliorer l'efficacité des commerciaux, être capable de garder les commerciaux motivés, éviter les départs. Il y a des sujets de rétention client, de digitalisation de la méthode de vente et de la partie acquisition de leads. Surtout, être capable d'avoir des mécaniques et des process qui soient fluides pour être capable d'accompagner et les commerciaux et les managers commerciaux. Dans ce contexte-là, le maître mot, c'est faire mieux avec moins. Et faire mieux avec moins, ça veut dire potentiellement qu'on on est dans un contexte où les entreprises n'ont pas la capacité de pouvoir élargir de manière incrémentale leur investissement, que ce soit en termes de personnes sur des recrutements ou sur des outils. Et donc, l'objectif, c'est d'investir dans l'existant. Je sais pas si François, tu veux rajouter des éléments par rapport à ça. Non, bah écoute, de façon classique, moi je souscris à tout ce qui est là et aux problématiques que tu viens de dire. J'ai pas dit Histoire de Slide, c'est une boîte qui a 3 ans et demi, et donc le côté faire plus avec moins, quand on démarre et qu'on n'a pas les moyens d'une très grosse boîte, c'est évidemment central. Je raconterai tout ça tout à l'heure. Ouais, ok, génial. Et donc dans ce contexte-là, faire plus avec moins, en tout cas faire mieux avec moins, Mm. ça nécessite d'avoir déjà des fondations qui sont solides, ou en tout cas d'investir dans ces fondations. Le CRM, ça fait partie des fondations de l'entreprise. Alors toutes les entreprises n'ont pas de CRM et ne nécessitent pas forcément de CRM, notamment dans des lancements d'entreprise. Pour autant, nous, on est assez convaincus que la mise en place du CRM permet de mettre en place ces fondations-là pour être capable d'accélérer la croissance. Et je vais vous montrer quelques éléments Oups, voilà, génial. Et ouais, donc dans ce contexte-là, donc le CRM, c'est un outil qui peut être central. C'est un investissement qui n'est pas négligeable, hein, surtout dans des entreprises qui sont assez jeunes comme la tienne, François. Mm. Et on peut pas se permettre de se tromper ou de ne pas utiliser le CRM à son plein potentiel. J'aimerais vous partager quelques chiffres qui sont ultra importants avant de rentrer dans le vif du sujet. 2 tiers des projets CRM n'aboutissent pas au bout de 3 ans.
deux tiers des entreprises qui lancent des projets CRM, le projet échoue pour deux raisons principales. Un, le mauvais choix de l'outil. Donc un outil qui est d'abord choisi dans un premier temps pour ses fonctionnalités et pas pour le côté matching avec l'entreprise, les enjeux, l'organisation. Et le deuxième sujet qui est ultra clé, la non-utilisation par les équipes. Utiliser un CRM, prendre un CRM et ne pas l'utiliser, c'est comme acheter une Rolls-Royce sans avoir le permis. Bon, c'est un peu une phrase qu'on a l'habitude d'entendre, mais pour le coup, il y a des boîtes qui mettent en place des super CRM et des CRM très très avancés, mais qui viennent nous voir et qui nous disent Lies ou Up2 ou même une autre boîte, c'est pas utilisé. Euh, un CRM qui n'est pas utilisé, en moyenne, ça coûte 150 000 euros à l'entreprise. Un projet CRM qui n'aboutit pas. Bien évidemment, c'est une moyenne, ça peut représenter beaucoup plus, ça peut représenter aussi beaucoup moins. Et ça prend en compte les coûts du CRM, la mise en place, le manque à gagner. Et pour les entreprises qui réussissent à mettre en place un CRM, et j'espère que vous faites partie de ces entreprises-là, la moitié des entreprises, même plus de la moitié des entreprises, jugent qu'elles n'en utilisent même pas 50%. Donc en fait, on se rend compte que dans ce contexte de faire mieux avec moi et d'avoir des fondations qui sont solides, il y a d'énormes gains de productivité potentiels qui viennent autour du CRM et autour de l'utilisation. Et ça, à travers trois enjeux principaux, être capable d'embarquer les équipes. Parce que c'est pareil, la métaphore de la Rolls-Royce, ça marche aussi pour les choses qu'on va venir vous montrer aujourd'hui. Mettre en place un lead scoring sans embarquer les équipes, ça ne sert à rien. Être capable de choisir le bon outil et surtout être capable de personnaliser l'outil selon vos process à vous, vos enjeux et la manière dont l'entreprise va évoluer. Histoire de Slide, dans 5 ans, sera peut-être une multinationale. Ce sera peut-être pas l'entreprise d'aujourd'hui, mais en tout cas, c'est ce que je te souhaite. Ouais, c'est gentil. Ce que je peux dire par rapport à ce que tu viens de présenter, c'est que nous, on a vu un CRM dès le premier jour. Ouais, Enfin, j'exagère à peine, mais disons au troisième mois. Euh, et donc, effectivement, voilà. Mais ce que je trouve marrant, c'est toujours ce côté, on a l'impression de pas utiliser à fond les outils. Nous, chez Histoire de Slide, on bosse sur PowerPoint et les gens utilisent peut-être 5% des fonctionnalités de l'outil, tu vois. Et donc, ouais, je suis bien placé pour savoir ce que c'est que d'utiliser un outil à 200% de ses potentiels. En tout cas, je parle de PowerPoint parce que je pense que malgré tous les efforts et tout ce qu'on a déjà mis en place, on est peut-être un peu au-dessus de 50% de HubSpot, mais on n'est pas à 100% non plus. Donc, il y a ok. toujours des trucs à faire. Bon, voilà, mais on aura l'occasion d'en parler. Exactement. Alors, il y a une petite question sur le chat. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace questions-réponses, Fabrice, mais merci pour la réponse et pour la question déjà dans un premier temps. Avant de rentrer dans le détail du lead scoring, un petit mot sur HubSpot, parce qu'aujourd'hui, on parle d'HubSpot. Très rapidement, HubSpot aujourd'hui, c'est la solution la plus complète du marché. C'est un CRM qui, historiquement, était très orienté autour des usages marketing. Et aujourd'hui, HubSpot a énormément innové depuis 4-5 ans pour devenir un outil 360. Vous le voyez hein, sur cette slide, sur l'ensemble du hub. Donc, c'est l'ensemble des sujets qui sont adressés par HubSpot. On voit qu'aujourd'hui, HubSpot est capable d'aligner les équipes, de vraiment casser les silos entre les équipes marketing, vente, après-vente, data, opération. Potentiellement, il y a ADV, IT. Et donc, c'est un outil qui permet d'avoir de manière centralisée l'ensemble des processus et d'être capable de faire travailler l'ensemble des équipes dans cet outil. À l'inverse de ce qui se passait dans le marché, au niveau du marché, qu'on a pu voir notamment post-Covid, où on était sur une atomisation des outils, une hyper spécialisation des stacks d'outils. Donc, on avait des entreprises qui venaient prendre un outil pour la signature, un outil pour le lead gen, un outil pour la vente, un outil pour ci, un outil pour ça. Et on s'est vite retrouvé, et vous l'avez peut-être vu aussi ou vécu au sein de vos entreprises, avec une pléthore d'outils, ne plus savoir qu'est-ce qu'on paye, pour qui, comment, et surtout un désalignement entre les équipes, un désalignement entre les outils. HubSpot aujourd'hui va dans le sens de devoir d'utiliser qu'un seul outil, que ce soit pour la partie site internet, contenu, vente, marketing, animation commerciale, data, etc., etc. On aura l'occasion plutôt de rentrer sur les usages aujourd'hui de la partie marketing et sales. Mais je vous invite à, si jamais vous avez des questions autour d'HubSpot et autour des usages, à soit venir nous poser des questions ou on vous enverra un lien vers HubSpot de façon à ce que vous puissiez avoir davantage d'informations à cet effet-là. Avant de rentrer dans le vif du sujet, François, peut-être que tu peux nous expliquer, toi qui es utilisateur HubSpot maintenant depuis plusieurs mois, années, pourquoi tu as choisi HubSpot? Oui, bah, avec plaisir. Je disais tout à l'heure qu'on a pris un CRM quasiment dès le premier jour. Enfin, au début, on a bossé sur Excel qu'on utilisait comme base de données de contact. Et puis, bon, assez vite, on a pris un CRM. Et en fait, j'ai pris un petit outil que je vais peut-être pas citer, mais qui était un mini ERP
qui est super bien d'ailleurs. Enfin, je le cite, c'est Axonote. Ouais. Je pense que c'est super bien pour une boîte qui est de taille plus petite que nous. D'ailleurs, j'ai pas dit chez Histoire de Slide, on est 15 personnes. Ok. On est une agence de 15 personnes, entre 15 et 20. Et donc, j'ai utilisé Axonote comme petit ERP sur la partie CRM et sur la partie facture, etc. Assez vite, on s'est retrouvé confronté à ses limites parce qu'on avait une force commerciale qui grossissait un peu. Et donc, on est passé sur Pipedrive, pour être honnête, mal conseillé. C'est-à-dire que par rapport à- C'est pas nous, hein. c'est C'est pas pas par nous. le tout, je te le pas par le tout. Non, je me serais pas permis. Non, mais on a été mal conseillé. Tiens, du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Et, t'es pas, et du coup, tu t'es posé la question de changer de CRM peut-être à ce moment-là. Oui, en fait, on voulait changer de CRM pour avoir un truc qui soit vraiment un gros outil qui puisse porter nos process de vente et des volumes beaucoup plus importants, etc. Exact. Et Ok. on nous a conseillé Pipedrive que je connaissais de ma vie d'avant et tout, et j'y suis allé avec plaisir. Et en fait, on s'est rendu compte au bout de 2 ou 3 mois que c'était pas du tout adapté à un certain nombre de choses qu'on tenait à faire. Et donc, par rapport à ce que tu disais sur le coût d'un CRM, mauvais choix d'outils, etc., nous, au bout de 2 ou 3 mois, on s'est dit, OK, on a compris, on cut. Ok. Et on a cherché un autre outil qui correspondait à ce dont on avait besoin et qui était en l'occurrence HubSpot. Et ce dont on avait besoin, c'était principalement des workflows d'automatisation, de priorisation, et donc tout ce dont on va parler tout à l'heure. Ok. Et que Pipedrive faisait pas. Et puis par ailleurs, Pipedrive faisait pas non plus les devis. Et nous, on en fait beaucoup. Et enfin, donc on avait des moyens de contournement qui étaient des gros freins, enfin, bon, opérationnels, Ok. et ce que HubSpot fait de façon native. Donc ça, c'était cool. Et puis après, on a automatisé pas mal de choses, on va en parler. Ok. Génial. On va rentrer dans le vif du sujet. Pauline, j'ai vu que vous aviez posé une question versus Salesforce. Effectivement, on peut se poser la question versus Salesforce, qui est un peu la grosse machine, le gros CRM du marché qu'on connaît tous. L'écart entre Salesforce et HubSpot, c'est largement amenuisé, avec une capacité d'innovation plus forte côté HubSpot. Aujourd'hui, je positionne HubSpot comme la solution la plus performante du marché de manière holistique, de manière 360. Par exemple, l'équivalent du hub marketing chez Salesforce qui s'appelle Pardot n'est pas aussi performant, n'est très très peu utilisé par les équipes. Donc l'alignement marketing commercial est généralement assez peu fait quand une équipe de vente à Salesforce, ils utilisent un autre outil. Pour le service après-vente, pareil, ils utilisent peut-être Planat qui marche très bien. Donc en fait, là où je voulais en venir, Pauline, c'est que sur la partie très outils 360, aujourd'hui HubSpot est plus performant et c'est ce qu'on peut remarquer. Moi qui parle avec beaucoup de pairs aussi, beaucoup de personnes qui utilisent d'autres CRM, c'est un peu la tendance qui est en train d'être dessinée aujourd'hui. Donc j'espère que ça répond à votre question, Pauline, de manière générale. Mais Salesforce reste un CRM quand même solide, même si on est avec HubSpot aujourd'hui. Salesforce reste un CRM assez costaud, même si je préfère HubSpot. Euh, alors aujourd'hui, on va se parler de quoi? On va se parler de lead scoring. On va voir comment le lead scoring peut être mis en place et comment, quels sont les bénéfices associés, la gestion des affaires et le reporting intelligent. Ces trois sujets qui doivent vous permettre, dans la mise en place d'un CRM, dans la mise en place d'HubSpot, bien évidemment, aujourd'hui, si vous n'avez pas HubSpot ou si vous vous posez des questions avec un autre CRM, des choses peuvent être transposables dans d'autres outils potentiellement. Là, en l'occurrence, on va se parler d'HubSpot. L'objectif, c'est de pouvoir concentrer les efforts marketing et commerciaux sur les bonnes cibles, être capable de prendre les bonnes décisions et du coup, in fine, de développer son chiffre d'affaires. Pour chaque exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter des bonnes pratiques et des concepts génériques autour de ces trois sujets-là. Ensuite, je partagerai mon écran pour vous montrer comment ça se matérialise concrètement dans HubSpot. Et dans un dernier temps, François nous fera un petit retour d'expérience de comment lui, il a pu évoquer, mettre en place ces sujets-là au sein d'Histoire de Site. Allez, on commence par le lead scoring. Alors, le lead scoring, est-ce que déjà c'est un sujet qui vous parle tous? Attendez, je vais reprendre mes questions. Touc, touc, touc. Euh, Tac. Je vais vérifier si j'avais un sondage parce qu'on avait des sondages qui étaient prêts normalement. Et en fait, je me rends compte que j'avais un sondage qui était prêt et que j'ai oublié de lancer. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va se faire un petit sondage. Tac, tac, tac. Je vous envoie un petit sondage sur HubSpot notamment et sur la mise en place du CRM. Tac. Hop. Et voilà, le sondage est lancé. Alors, je vous pose juste deux petites questions avant de rentrer. Est-ce que vous utilisez HubSpot ou pas? Et pour ceux qui utilisent HubSpot, vous jugez que vous l'utilisez à quel pourcentage? François parlait de moins de 50%. Quelle est la part? Alors, j'espère qu'on est un peu plus de 50% maintenant quand même. Il faudra que tu me dises. Voilà. Ça Tu me évolue diras. tellement Ouais. vite que ça baisse tout le temps là. Ouais.
toutes les semaines, il y a des nouveautés qui sortent. Tu vas me dire qu'il faut que je refasse d'autres trucs maintenant. On va s'en reparler après. Ouais, c'est ça. Alors, 61 réponses sur 80. Franchement, merci pour votre réponse. C'est assez bien utilisé. Tac, tac, tac. Il y a des gens qui l'utilisent entre 75 et 100%. Franchement, bravo, parce que même nous, chez Up2, qui avons 100 commerciaux, on a 3 personnes qui gèrent en Sales Ops, je suis pas sûr qu'on l'utilise entre 75 et 100%. Mais en tout cas, vous êtes très forts. C'est peut-être des gens d'UpSpot qui sont là. Je mets fin au sondage et je vous partage les résultats. On a à peu près 2 tiers des personnes qui sont aujourd'hui utilisateurs d'UpSpot et un tiers qui ne l'utilisent pas. Et on a près de plus de la moitié, presque les 2 tiers qui utilisent moins de 50%. Donc en fait, finalement, on est quasiment dans les chiffres qu'on avait. Hein. Donc, ok, bon, très cool. Merci pour vos retours. Ça me permet de donner de la matière à ce qu'on va voir aujourd'hui. Bien évidemment, ceux qui utilisent bien HubSpot, ils se sont dit, bon, je vais pas participer à ce webinaire, j'ai rien à apprendre. Qu'est-ce que je vais apprendre? On en a. Oui, c'est vrai. Alors, tac, lead scoring. Alors, le lead scoring, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une nébuleuse dont on entend beaucoup parler. Aujourd'hui, je vais vous expliquer dans les grandes lignes ce que c'est. Le lead scoring, c'est, comme son nom l'indique, c'est un score qui peut aller de 0 à X. Et là, en l'occurrence, vous voyez dans cette présentation qu'on va de 0 à 100 potentiellement. Et c'est un score qui a pour objectif de venir catégoriser des contacts ou des entreprises qui a pour but en fait de venir rapporter des points, venir donner des points sur 2 critères principaux. Les critères qui sont liés au profilage, donc au profil que votre contact ou votre entreprise va avoir. Exemple, je suis histoire de slide, je cible une entreprise de type grand compte, par exemple. J'ai déjà travaillé avec des clients, avec une grande banque française qui a plus de X employés qui travaille principalement en France et en Europe. Ça va venir être mes critères importants. Et ben, je vais dans ma base de prospects, dans ma base d'entreprise, je vais venir voir quelles sont toutes les entreprises qui cochent ces cases-là. Banque française qui travaille sur le marché européen, qui a plus de 5000 employés. Et je vais venir rajouter des points en fonction des critères que je viens de vous donner. Et donc, de faire un rapprochement, un matching entre mes prospects et mes clients. La deuxième catégorie d'éléments qui viennent scorer finalement le lead scoring, c'est la partie comportementale. Et par comportemental, on entend quel va être le comportement de l'entreprise et ou des contacts rattachés à l'entreprise sur les différents canaux d'acquisition. Ça va être des événements comme un webinaire, un forum physique potentiellement, un email marketing, des échanges avec les commerciaux. Et en fonction de ces éléments-là, l'objectif, c'est de venir accorder des points à ces cibles-là. Et donc de se dire concrètement, en termes d'objectifs, ça va nous permettre de se dire être capable d'utiliser le CRM de manière générale à son plein potentiel. On vient de venir avec la question que je viens de vous poser, d'être capable de prioriser les efforts commerciaux sur les bons prospects et au bon moment. C'est super important parce que le lead scoring est borné temporellement. En tout cas, c'est le conseil que je vous donne, c'est de le borner temporellement, puisque quelqu'un qui va venir à un webinaire va peut-être émettre un besoin. On sait que de manière générale, le traitement d'un lead a une courbe très décrémentale de manière générale. Donc, le plus tôt on est capable de traiter un lead, le mieux ce sera. Et ensuite, ultra important, l'alignement entre les actions marketing et commerciales. On y venait sur HubSpot et sur le côté, ça casse les silos. L'objectif du lead scoring, c'est de se dire, on fait des efforts marketing sur de la production de contenu, sur des vidéos. François qui fait beaucoup de vidéos qu'on peut voir sur LinkedIn, un grand influenceur sur ton secteur. Être capable de se dire comment on est capable de venir récolter les fruits d'un point de vue commercial de ce travail marketing, où on sait que historiquement, les équipes marketing et les équipes commerciales ne se parlent pas beaucoup, ou en tout cas, il y a des frictions entre ces deux équipes-là. On juge que la mise en place d'un lead scoring qui est bien utilisé va venir impacter positivement la prise de rendez-vous avec une prise de rendez-vous incrémentale de 15% environ de ce que nous, on a pu noter autour de nos clients. Je parle beaucoup avant de te laisser la parole. Je vais terminer sur cette partie-là avec concrètement un exemple de à quoi ça pourrait ressembler. Ça, c'est un list scoring qu'on a pu mettre en place chez un de nos clients. Vous pouvez voir la grille qui a été co-construite avec les équipes marketing et les équipes commerciales. Ultra important, ça. Quand on met en place un lead scoring, de pouvoir le co-construire avec les équipes. On est venu définir des actions marketing et commerciales et venir mettre un score en face en fonction de l'importance de ces éléments-là. Par exemple,
une personne qui va venir sur une page du blog va venir avoir 2 points. Vous le voyez, hein, c'est borné dans le temps. On a mis 31 jours comme étant la bonne période qui nous permet de se dire, bon, ben, on a 31 jours pour contacter ou pour se dire que cette personne est importante. Après 31 jours, on vient enlever le score. Et quelqu'un qui va venir passer un scan. Donc, un scan, c'est un diagnostic gratuit qui est mis en place. Ou alors qui vient de passer un test de vente, va venir avoir 50 points. Si on revient à ce que je vous ai montré tout à l'heure, l'ensemble de ces points va venir constituer une somme entre 0 et plus de 100 points. Et en fonction de si c'est un lead froid, tiède ou chaud, le commercial va recevoir une alerte, et je vais venir juste après, et il va être capable de contacter ces personnes le plus rapidement possible. Et plutôt que d'appeler à froid des gens, on sait que de manière générale, le coût d'acquisition client, notamment sur de l'outbound froid, est assez élevé. Là, on est sur un coût d'acquisition qui va être un peu plus maîtrisé parce qu'on va être capable de mettre le bon effort, en tout cas les efforts commerciaux vers ces cibles-là. Je sais pas si tu voulais revenir ou voulais recommander des choses. Bah, écoute, ouais, chez nous, chez Histoire de Slack, du coup, on fait pas mal d'efforts pour sur la lead gen, hein, que ce soit du SEO, du SEA, des salons. Tu parlais de LinkedIn, en fait, etc., etc. Et du coup, on arrive à générer beaucoup de leads, donc plusieurs dizaines par mois, donc on est très content. Mais du coup, derrière, c'était le faire mieux avec moins. Oui. On a des équipes commerciales qui sont qui parfois doivent faire des choix ou en tout cas prioriser quels sont les leads les plus intéressants à traiter le plus vite. Et donc, quand on dit prioriser, évidemment, c'est la matrice urgence-importance que tout le monde connaît. Et du coup, on a, comme tu viens de le montrer, donc le client, c'était pas nous, hein, l'exemple que tu as montré, c'est un autre. Nous, on a élaboré nos propres critères de priorisation Ouais. qui sont importants pour nous. Donc, j'ai deux, trois exemples à vous donner pour illustrer ça. C'est premier critère, par exemple, on a une stratégie d'acquisition qui vise d'abord des grands comptes. Je pourrais expliquer pourquoi, mais peu importe. Mais du coup, quand on a un formulaire site web qui est rempli par une entreprise qui fait plus de 5 ou 10 000 personnes, bim, beaucoup de points. Ok. Et du coup, il doit être rappelé rapidement, quoi, très rapidement. Autre exemple, si je continue sur le formulaire site web, si on identifie dans le formulaire site web des mots-clés comme le mot urgent justement, ou le mot proposition commerciale. C'est-à-dire, je veux une présentation commerciale, et c'est une des choses qu'on fait beaucoup. Évidemment, bim, beaucoup de points. Et puis, autre exemple qui peut être intéressant aussi, tu parlais du coût d'acquisition qui peut être évidemment très élevé pour un nouveau client. Donc, à contrario, on sait aussi que quelqu'un qui a été recommandé va potentiellement être très intéressé, a un vrai besoin et peut signer aussi plus vite. Et donc, quand on identifie que c'est un lead qui a un nom de domaine de quelqu'un pour qui on a déjà travaillé, moi, je prends une boîte aussi grosse que BNP Paribas, mais il y a quand même des chances que ça soit quelqu'un, enfin, ça peut être quelqu'un qui vient par hasard d'une toute autre entité de BNP Paribas. Enfin, la probabilité qu'il nous ait été recommandé ou qu'il ait entendu parler de nous en interne est quand même assez élevée. Et donc, si on identifie le nom de domaine BNP Paribas et c'est une boîte pour qui on a déjà travaillé, bim, beaucoup de points. Ok. Et beaucoup de points, ça veut dire ça remonte des tâches dans le panier de tâches des commerciaux, ça remonte des tâches en priorité, et c'est ça qui traite vraiment en premier. Quelquefois, à la fin de la journée, il n'a pas tout fini, et il se dit, putain, qu'est-ce que je reporte à demain, la semaine prochaine, qu'est-ce que je traite en premier? Le lead scoring permet d'avoir une ABAC sous les yeux, tu vois, et voilà, qui te donne, tu n'as même pas à faire la BAC, en fait. La BAC, elle est back-office, et tu as ta priorité sous les yeux. Quoi, voilà. Et les tâches sont liées, tu fais dans l'ordre. Ok. Très bon exemple de l'utilisation justement d'un alignement marketing sales. Alors désolé, il y a un petit raté avec les slides. Je sais pas si vous parliez de ces slides-là, la deuxième slide ou des slides d'avant, mais concrètement, ça c'est les critères qui sont importants. Et ensuite, la slide dont je vous parlais tout à l'heure, c'était celle-ci. On a un bon exemple. François nous parle de SEO, SEA. Donc là, on est vraiment dans les usages marketing. On est capable de, via HubSpot, et on va y venir juste après, de remonter des informations au commercial et du comportement, sur quelle page du blog il a été, sur quelle page du site internet, et qu'est-ce qu'il a recherché. Donc c'est un outil qui est super puissant. Je me permets d'accélérer parce qu'au niveau du timing, sinon on n'aura pas le temps de tout voir. Je vous montre de manière très opérationnelle à quoi ça ressemble. Donc vous voyez bien mon écran là, j'espère. Oui. Tac, 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 tac. Désolé, hein, je vous redemande parce que je vais éviter. Génial. Donc là on est dans HubSpot. Et en fait, j'ai créé une propriété sur les contacts de type score.
qu'on peut voir ici. Et donc, ce qui va se passer, c'est que la matrice que je viens de vous montrer, là, le tableau avec les différents critères, je suis venu la créer directement dans cette matrice de score. Donc concrètement, par exemple, si je vois que le contact a visité une page ce mois-ci, je viens lui accorder 10 points. Et par exemple, ça, je peux le cloner, je peux le modifier, je peux créer différents critères. Est-ce qu'il s'est inscrit à un webinaire, il vient avoir 20 points, etc., etc. Donc, en fait, on peut lui donner des scores, des éléments positifs et des éléments négatifs. Là, par exemple, je l'exclus, je mets moins 1000 à partir du moment où on crée un deal avec cette entreprise parce que le lead scoring, je vous rappelle que c'est un outil qui permet de générer du lead, générer de la traction commerciale. À partir du moment où la personne rentre dans un pipe, dans une action commerciale et dans un deal, on l'enlève parce que l'objectif, c'est vraiment plutôt à des fins de prise de rendez-vous. Que la personne vienne consommer du webinaire, etc. pendant le deal, ça, le commercial, il est censé le savoir parce qu'il gère son affaire. Donc, on est plus sur l'acquisition, donc on est très en amont du funnel de vente. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut tester les critères. Par exemple, on va prendre François. Est-ce que François, tu as un score qui est intéressant ou pas? Je sais pas du tout, hein, je teste au hasard. Je teste. François, il a 15. Là, je vois que François, il a 15 et en fait, je peux voir quelles sont les conditions qui nous permettent de savoir pourquoi il a 15. Et donc là, je vois que hop, attends, je vais mettre je vois que tout est rouge, tout est rouge, tout est rouge. Qu'est-ce que tu as fait, François, de bien avec nous? Il disait plus où j'ai visité une page, je crois. Voilà, date du dernier engagement. Donc, en fait, tu t'es engagé récemment avec nous. Forcément, on a parlé par mail récemment, tu t'es engagé avec nous. Donc, c'est un exemple concret de à quoi ça peut, enfin, comment on paramètre le scoring. On aura l'occasion, dans un article de blog, d'y revenir de manière un peu plus approfondie. Je vous fournirai des éléments un peu plus approfondis. Là, aujourd'hui, l'objectif, c'est juste de vous expliquer les enjeux de manière générale, de vous dire concrètement, en fait, comment ça marche. Les bénéfices qui sont associés, c'est d'aligner les équipes marketing et commerciales, de mettre davantage de ROI dans les actions marketing et de pouvoir se dire qu'on est capable d'avoir un coût d'acquisition client qui est maîtrisé, ou en tout cas qui nous permet d'éviter de taper sur toutes les cibles au hasard et plutôt de taper dans une partie des cibles plutôt de manière générale sur des cibles de qualité. Concrètement, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc là, on a cette personne qui est Dora Amami, sur la fiche HubSpot, j'ai créé ici le score HubSpot. Je vois que cette personne a 65. Donc, comme mon score, il va jusqu'à 100, 65, c'est assez intéressant. Tac, tac, tac. Juste pour info, pour les questions, il y aura une partie questions-réponses à la fin, donc vous pouvez les poser dans l'espace questions-réponses. J'y répondrai à la fin. Et je vois ici dans l'historique que cette personne a passé un scan, un test de vente, et ensuite s'est inscrit en fait à un formulaire. Donc je vois qu'en fait elle a pris 50 points grâce à ça et qu'elle a pris 15 points grâce à ça. Donc là, je suis commercial, je vois ça, je vais appeler assez rapidement cette personne-là, je vais recevoir une tâche qui va être dédiée et qui va me dire il faut que tu appelles cette personne parce que cette personne a émis de l'intérêt assez rapidement. Donc là, c'est le 11 juin. Donc là, le commercial, il l'a pas appelé le plus 11 juin, je vais lui tirer les oreilles parce que on est le 26 juin, ça fait 15 jours quand même. L'objectif, c'est de pouvoir l'appeler assez rapidement et de pouvoir prendre un rendez-vous avec cette personne. Et de manière synthétique, tac, ça ressemble à ça le reporting du lead scoring. On a créé un dashboard de lead scoring et on peut voir que, pour par exemple, cette commerciale-là, qui s'appelle voilà, Muriel, elle a 31 contacts qui ont un score entre 1 et 20. Potentiellement, par exemple, ce commercial a 5 contacts entre 21 et 99. Et on est capable de lui citer les personnes ici, de mettre le score, de savoir si cette personne elle est DG, directeur commercial, l'entreprise. Et je suis capable aussi de savoir à quel moment on l'a contacté récemment, à quel moment je l'ai eu au téléphone et j'ai réussi à avoir une conversation de vente. Donc, on peut aller assez loin dans la personnalisation et dans le je vous donne la main entre ce qui s'est passé côté commercial et ce qui s'est passé côté marketing. Voilà. Je vais avancer. Gardez vos questions, gardez bien vos questions pour la fin, parce qu'il faut que je passe au reporting, mais on y reviendra juste après. Alors, ça, c'était le lead scoring. Maintenant, on va se parler de la gestion des affaires. Comment on est capable d'optimiser la gestion du pipeline. Donc, par affaire, on entend le cycle de vente, le pipeline. Quelques règles génériques autour du pipeline. On voit beaucoup de choses de manière générale sur la mise en place des pipes d'affaires et on y reviendra juste après. Mais si j'ai quelques conseils à vous donner, les 5 grands conseils à vous donner, c'est les conseils que vous voyez à l'écran. Bien définir le périmètre du pipeline, à partir de quand on crée une transaction et quand est-ce qu'elle s'arrête. C'est un sujet de conversation que j'ai eu avec François, où on a souvent chez les clients des entreprises qui créent beaucoup de transactions très en amont de l'échange commercial.
ma conviction personnelle, c'est qu'on ne crée une transaction, comme son nom l'indique, qu'à partir du moment où on est dans un échange transactionnel avec la personne en face de nous et pas trop en amont. Et HubSpot est capable d'avoir d'autres choses, notamment l'interface de prospection, l'activation mailing marketing et le scoring, par exemple, pour pouvoir animer ses cibles, pour pouvoir nurturer ses cibles avant de créer une transaction. Donc, l'objectif, c'est de se dire, bon, à partir de quand je la crée et à partir de quand je m'arrête au niveau de mon cycle de vente. Mais ouais, c'est intéressant, je te coupe 2 secondes parce que chez nous, justement, on avait ce pipe un peu global, on avait un seul pipe énorme dans lequel on devait créer 2 transactions pour les identifier, les tracer. Depuis qu'on a bossé ensemble, on a 2 pipes différents. C'est-à-dire un pipe de prospection, de traitement des leads et un deuxième pipe à côté ou dans la suite, disons, du tuyau qui, à partir du moment où j'ai créé une transaction, c'est-à-dire j'ai identifié un projet concret et je rentre effectivement dans une phase transactionnelle, alors je change de pipe. C'est d'autres étapes, c'est plus la même logique. Tu es dans un nurturing différent, enfin, etc. Voilà. Ok, ouais, mais c'est un très bon exemple. Merci de nous en parler. Et justement, l'objectif, c'est de mettre en place des étapes qui sont simples et claires. C'est un deuxième écueil qu'on peut remarquer chez nos clients de manière générale. Il y a beaucoup d'étapes de vente chez eux. Ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment d'avoir grand maximum 4, 5, 6 étapes et à bien dissocier les étapes du cycle de vente des actions commerciales. Ça, c'est important. C'est la troisième étape. Pour moi, relance. Envoyer le devis, c'est pas des étapes du cycle de vente, ce sont des actions commerciales. Et ça, on peut passer par les tâches, on peut passer par les éléments qui sont constitutifs à ces différentes étapes de vente pour éviter de s'y perdre. Donc, il faut que les étapes du cycle de vente soient des étapes. Par exemple, j'y reviendrai juste après, mais rendez-vous 1, rendez-vous 2, proposition commerciale envoyée et pas relancer, etc., etc. Important aussi, il ne faut pas que vos étapes, vous puissiez revenir en arrière. Il faut vraiment que ce soit un pipeline qui soit un tunnel de vente et qu'on puisse au fur et à mesure se rapprocher des étapes de closing, de clôture et éviter de jouer avec ces étapes-là. Ultra important aussi d'être capable d'avoir des critères qui permettent d'homogénéiser la gestion du pipe, que ce soit en termes de méthode de vente, en termes de score, en termes de process. HubSpot permet de créer des règles d'obligation pour être capable de se dire que si j'ai 10 commerciaux ou j'ai 15 commerciaux, je vais avoir les mêmes informations qui vont revenir. Et ça, c'est ultra important pour l'étape 3 que je vais vous présenter juste après, pour le reporting de l'activité. Si on laisse des champs libres, si on laisse de l'interprétation, on risque d'avoir beaucoup de temps perdu dans l'analyse et de déperdition d'informations dans la data après. Et enfin, un dernier sujet, mettre en place des process de suivi de la qualité des deals, pas de deals dormants. Mettre en place des règles à partir d'un certain seuil. Nous, par exemple, chez Up2, c'est 30 jours, 30-45 jours. Donc, être capable de savoir combien de temps dure en moyenne un cycle de vente chez vous. Si on n'a pas de nouvelles pendant 45 jours et il se passe rien sur le deal, on met directement en perdu. Un deal ne doit pas dormir, c'est pas possible. Être capable de mettre en place des rappels automatiques et tu y reviendras. Et on saute pas d'étapes, on met pas de voilà, on crée pas de choses qui permettent de faire n'importe quoi. Je vous parle de ça parce que c'est ultra important pour la génération de chiffre d'affaires. La génération de chiffre d'affaires, elle se fait par le biais des affaires, elle se fait par le biais des prévisions de chiffre d'affaires. On est capable, le plus on va avoir un pipe avec de la qualité, le plus on va pouvoir être capable d'avoir des mécaniques de prévision de chiffre d'affaires clean à 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et le plus, on va aussi être capable de se dire, bon, ben voilà, là, j'ai un business qui est stable et donc j'ai des fondations commerciales et in fine financières qui me permettent de prendre les bonnes décisions in fine. Je sais pas si tu veux venir rebondir là-dessus avec ton passif de CEO. Ouais, enfin, bah, écoute, justement, nous, ce qu'on a fait ensemble, hein, c'est justement, comme tu le disais très bien, de simplifier au maximum, de revenir au squelette le plus simple, le process de vente. D'abord, première étape. Donc ça, on l'a fait avec toi. Bon, et on est arrivé à un truc hyper classique, hein, que je détaille pas, parce que c'est pas fascinant, c'est hyper classique. En revanche, effectivement, comme tu le disais, on a mis en place pas mal d'automatisation pour rentrer dans ce funnel et s'assurer que les transactions avancent. Hein. Bon, chez nous, se passait la même chose qu'un peu chez tout le monde, hein. Il peut très bien y avoir de temps en temps un commercial qui a une transaction, une opportunité qualifiée, il a une transaction qui avance et puis il a oublié de planifier une étape suivante, quoi, une tâche. Bon, bah, c'est le système, le rappel. S'il se passe rien pendant X temps, le système crée une tâche automatiquement. Donc, il n'y a plus aucune transaction qui est perdue, entre guillemets. Enfin, qui est perdue au sens, on s'en occupe pas. Ouais, très important. Ouais, autre exemple, on a envoyé un devis depuis 3 jours, il s'est rien passé, c'est pas normal. Donc, hop, pareil, création d'une tâche. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le client a bien reçu le devis? Est-ce que c'est le moment de lui présenter? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a compris? Enfin, pourquoi ne l'a-t-il pas déjà signé? Enfin, commercialement, tu dois faire quelque chose.
Autre chose, lorsqu'on a fini un projet, donc on l'indique dans HubSpot évidemment, et à ce moment-là, automatiquement, il y a une tâche qui se fait toute seule, hein, sans aucune action manuelle aux deux personnes. C'est envoi du questionnaire de satisfaction, score NPS, recommandations. Donc nous, on travaille avec Trustfolio, qui est un partenaire de recueil de témoignages clients. Tout ça se fait automatiquement en fin de projet. Une fois que la facture est envoyée, 15 jours après, le commercial voit une tâche apparaître dans sa to-do de feedback à froid du projet avec le client. Et donc, c'est hyper intéressant pour nous sur les opérations, mais aussi, c'est évidemment une occasion de revente. Donc, c'est un truc obligatoire, hein, qu'on force. Donc, voilà, quelques exemples. Après, j'en aurai d'autres, mais on a automatisé pas mal de trucs. Ok, Voilà. donc ce qu'il faut retenir des choses de Histoire de Slides, ce qu'ils ont mis en place, c'est de l'automatisation de process, c'est d'éviter de passer à côté de deals dormants potentiellement et donc de deals sur lesquels on va perdre le momentum. C'est ultra important dans des affaires. Vous êtes bien placé pour le savoir parce que vous êtes des équipes commerciales et marketing. À partir du moment où on perd le momentum, on perd la main sur le deal potentiellement et donc on va avoir des affaires qui vont glisser. Il y a un élément qui est aussi important, c'est toutes les automatisations que tu as pu mettre en place. Je sais que tu as des automatisations en amont du funnel avec le formulaire de contact où on est capable de créer automatiquement des transactions et à la fin, dans remonter le NPS. Donc, Oui, super intéressant. tu as effectivement une automatisation sur un formulaire de contact qu'on reçoit en fonction de certains critères. Il y a différentes réponses automatisées. Quand par exemple chez nous, c'est un étudiant qui demande à ce qu'on fasse son mémoire de fin d'études, bon, on lui explique effectivement que ça va pas être possible, mais c'est automatisé. Il y a une demande de prise de rendez-vous avec un lien vers la prise de rendez-vous HubSpot qui part automatiquement. Si le prospect prend rendez-vous tout seul, bah, génial, le rendez-vous aura lieu et voilà. S'il n'a pas pris rendez-vous, une tâche se crée dans le pipe du commercial. Bon, enfin, il y a un certain nombre d'automatisations. Ok. Voilà, un devis signé crée une tâche automatique de création de facture dans notre outil de facturation qui est lié à Pennylane, qui est Pennylane, qui est lié à HubSpot. Bon, enfin voilà, il y a des automatisations un peu dans tous les sens. Ok. Voilà. Bah, merci François pour ce retour d'expérience. Pendant les 5 prochaines minutes de ce replay, comme nous partageons des informations que nous souhaitons réserver aux participants du webinaire qui étaient là en direct, nous avons flouté le partage d'écran HubSpot. Rendez-vous dans la description pour prendre rendez-vous avec nous et pousser tous les curseurs de votre machine de vente. Je vais vous partager assez rapidement le pipeline d'Up. Tac. On va faire un petit filtre et je vais vous montrer de manière générale en fait à quoi ça ressemble et à quoi ça pourrait ressembler. Alors, tac, tac, tac. On va prendre une équipe en particulier. J'ai envie d'aller dans l'est de la France aujourd'hui, donc on va aller à Strasbourg. Coucou mes amis strasbourgeois, je ne sais pas si vous m'écoutez. Donc le pipeline, il ressemble à ça concrètement aujourd'hui. Alors hop, ça m'intéresse pas pour le moment. Il ressemble à ça. Donc on a 6 étapes: prise de rendez-vous, R1, R2, avec une propale à la fin, contrat gagné et perdu. Comme je vous le disais, c'est vraiment des étapes de vente. Ça représente l'ensemble de notre cycle de vente de manière générale. Et donc, prise de rendez-vous, c'est j'ai pris rendez-vous avec quelqu'un. Le R1, c'est un rendez-vous de découverte qui a pour objectif de venir aller remonter les besoins. Le R2, c'est le moment où on propose des éléments et on va venir proposer des produits en face, faire une proposition commerciale. À l'issue du R2, on envoie une proposition commerciale. Ensuite, on envoie un contrat et c'est envoyé automatiquement ce contrat par le branchement avec notre DocuSign. Et derrière, on gagne ou on perd. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'on a mis en place des priorisations de deals. Vous voyez ici P1, P2, P3. Donc là, le commercial va venir, en fonction de certains critères, se dire ça, c'est un deal super important pour moi ou c'est un deal moins important pour moi. On peut voir le montant qui est rattaché à l'affaire. On peut voir la date de fermeture et les next steps. Donc, de manière assez visuelle, qu'on soit manager ou commercial, on est capable, avec cette interface, rapidement de se dire où est-ce qu'on en est exactement, quelles vont être les prochaines étapes et quelle va être la probabilité de signature qui est important pour le commercial, mais aussi pour la direction, parce que la direction va venir faire un prévisionnel de chiffre d'affaires en pondérant la probabilité de signature avec le montant. Par exemple, sur ce deal-là, par exemple, je vais avoir 25% fois 6750, donc un quart de 6750, à peu près 2000 euros. Non, 1750 euros. Pardon, je ne suis pas très bon en calcul de tête là rapidement, mais 1700, 1800.
je sais que potentiellement, j'ai 1 800 € qui peut rentrer, donc qui va rentrer dans ma mécanique de prévisionnel. Donc, en fait, d'un truc très micro, c'est-à-dire le commercial qui va gérer son affaire, ça peut avoir des impacts très macro sur l'entreprise. Dans une entreprise comme la nôtre aujourd'hui, qui ont 100 commerciaux, peut-être demain, ça sera le cas chez vous, mais même à l'échelle d'une entreprise qui a 4-5 commerciaux, ça permet d'avoir une vue macro de la santé business de l'entreprise et qu'est-ce qui va potentiellement rentrer. Je veux revenir sur un élément, sur potentiellement le 25%, 50%. Historiquement, on avait un pourcentage qui était à l'appréciation du commercial. Je vous le disais juste avant, dans les bonnes pratiques, on déconseille vraiment de mettre en place des process qui sont à l'appréciation des équipes. Pourquoi? Parce que c'est très subjectif. Un 50% chez un commercial A et chez un commercial B, ça va pas du tout être la même chose. Et ça, je peux vous dire que pour avoir bossé pendant longtemps avec les commerciaux, tout le monde n'avait pas la même appréciation. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, la probabilité de signature, elle se fait de manière automatisée avec la mise en place de notre méthode de vente qui s'appelle le BEBDC, que vous connaissez peut-être, mais qui est ni plus ni moins une méthode de vente qui est assez connue pour aller chercher le besoin, l'enjeu, le décisionnaire, etc. C'est des questions, c'est des choses que le commercial doit aller chercher lors de son premier rendez-vous. C'est ni plus ni moins que notre méthode de vente. Ces questions-là, à l'issue du rendez-vous 1, le commercial, il doit avoir des réponses. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'à la fin du rendez-vous 1, le commercial, quand il fait évoluer sa transaction, il doit répondre à des champs qui sont créés automatiquement dans HubSpot. Là, par exemple, acter de mettre des choses en place, c'est acter de faire via un partenaire externe. Donc là, c'est stop. Ça veut dire que potentiellement, cette personne est prompte à se faire accompagner. Quelle est l'échéance? Lancement imminent, moins de 3 mois. Le signataire est présent. On n'a pas de concurrent. Bon, par contre, il n'y a pas de budget et il nous demande un produit sur étagère. En fonction de la somme de ces critères-là, on va venir scorer automatiquement l'estimation, la probabilité de signature, donc 50% en l'occurrence. Et donc, en fait, ça, c'est quelque chose que vous pouvez créer chez vous aussi avec une autre méthode de vente de type Medic, Medpic, etc. Donc, toutes les méthodes de vente que vous connaissez, en créant des champs et en se disant, bon, bah, tel champ va venir scorer potentiellement. On revient sur une logique de scoring, mais c'est important pour être capable de venir vous mettre en place des process automatisés et qui permettent de standardiser, uniformiser la génération comment dire, d'un score et surtout de se dire, bon, bah, en plus de ce qu'on voyait tout à l'heure, il faut mettre le bon niveau d'effort sur les bonnes cibles pour prendre des rendez-vous. Là, l'objectif, c'est aussi de se dire, mes commerciaux, ou moi, si je suis manager ou directeur commercial, sur quel deal je vais mettre d'efforts parce que c'est un gros compte potentiel ou parce qu'il y a un potentiel de chiffre d'affaires important. François, des remarques par rapport à ça ou des choses? Non, aucune. Génial. Surtout, je vois le timing qui tourne. Ouais, on est à la bourre totale. Donc, on va passer au reporting. Alors, sur reporting intelligent, on va passer de manière assez rapide. Mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que de la même manière que sur le lead scoring et sur la gestion des affaires, il y a des choses qui peuvent dysfonctionner. On remarque des choses qui dysfonctionnent. Sur le reporting, s'il y a 2 choses qu'il faut que vous reteniez, c'est on remarque que la data, la qualité de la base de données est très très souvent mauvaise. Elle est mauvaise pour les raisons qu'on vient d'évoquer juste avant, parce que il y a des règles, des process qui ne sont pas bons. Et donc, potentiellement, il y a beaucoup d'appréciation de la part des commerciaux. Il y a des champs qui ne sont pas obligatoires ou il y a des choses qui ne sont peut-être pas forcément remplies et sur lesquelles vous ne portez pas attention. Des transactions qui ne sont pas remplies, c'est in fine des décisions qui ne se prennent pas parce qu'on n'a pas les bonnes décisions et on n'a pas les bonnes mécaniques sur le chiffre d'affaires, sur les prévisions. Un commercial qui ne fait pas évoluer sa transaction entre le R1 et le R2, potentiellement, c'est des informations qu'on n'a pas. Un commercial qui a des dates de fermeture de deal qui sont déjà passées, qui sont périmées, c'est potentiellement du chiffre d'affaires sur lequel on ne sait pas quand est-ce que ça va clôturer. Et donc, ce que moi, je vraiment vous invite à faire sur le reporting de l'activité, que ce soit sur HubSpot ou autre, c'est déjà en niveau 1, c'est de vous poser des questions sur quels sont les KPI que je veux suivre et quelle est la qualité de ces KPI dans ma base de données. Il y a soit des KPI qui sont pas fiables, soit des boîtes aussi qui mettent en place trop de KPI, qui veulent suivre tout et n'importe quoi. Concentrez-vous sur 5 à 10 indicateurs clés de votre activité, qui sont vraiment les indicateurs essentiels, et définissez une santé, un score qui est lié à cette donnée-là. Est-ce que ma donnée, les questions qu'ils vont vous poser, c'est est-ce que je lis, c'est la bonne donnée? Comment je vais remonter cette donnée? Est-ce qu'elle est bien remplie par mes équipes? Est-ce que je l'ai bien enrichie, etc., etc. Et si c'est pas le cas, avant de réfléchir aux mécaniques de reporting et à se lancer de but en blanc sur le pilotage de l'activité, cleanez votre pipe, cleanez la qualité de votre donnée. Parce que derrière,
potentiellement, si vous lisez des mauvaises données, la carence numéro 5 que vous voyez, c'est une mauvaise lecture, une mauvaise interprétation. Et donc, stratégiquement, c'est des mauvaises décisions que vous pouvez prendre. On l'a vu chez des clients qui sont partis sur des analyses qui étaient faussées et qui partaient en mettant des biais, par exemple, qui vont dire, bon voilà, là sur le SEO et le SIA, c'est pas, je suis vraiment mauvais. Ils vont remettre double de budget sur le SEO, alors qu'en fait, finalement, le SEO était bon parce que c'était mal branché ou parce qu'il y avait d'autres problématiques. Donc vraiment, si je dois résumer, c'est la qualité de la base de données et ensuite, concentrez-vous sur quelques indicateurs clés avant de vouloir faire 10 000 reporting. François, je te laisse faire un retour là-dessus. Ce que je peux raconter, moi, c'est que de façon classique et un peu évidente, on avait des reportings qui sont d'ailleurs natifs dans HubSpot, hein, de résultats. Donc, ça nous donne de la visibilité sur ce que tu racontais tout à l'heure, c'est-à-dire la taille du pipe, le montant des commandes ce mois-ci ou ce trimestre-ci, enfin bon, etc. Et en fait, c'est évidemment, enfin, on a tous besoin de cette visibilité, mais c'est pas des outils de pilotage. C'est-à-dire que ce qu'on a ajouté ensemble, c'est des tableaux de bord sur les moyens engagés pour arriver à ces résultats. Donc c'est très bête, hein, mais c'est un monitoring du funnel en fait de vente. Donc j'ai combien de leads, de ces leads combien sont qualifiés, combien génèrent des rendez-vous, donc de ces rendez-vous combien génèrent d'opportunités, de ces opportunités combien de devis combien d'affaires, etc. Et donc là on mesure en fait l'effort commercial. Voilà, est-ce que les devis sont bien faits, est-ce que les rendez-vous sont bien pris, combien de rendez-vous 1 génère de rendez-vous 2, enfin bon, etc. Et ça c'est un vrai levier de performance commerciale à condition qu'on le pilote. Bon. Et puis, comme tu le disais aussi, on a des tableaux de bord un peu spécifiques qu'on s'est mis en place récemment sur la mesure de l'efficacité de nos actions SEA, SEO et donc lead gen. Voilà, et donc ce qui est en lien avec nos agences. Nos agences sont hyper curieuses d'ailleurs pour leur partage tous les mois. Bon alors les data HubSpot, elles disent quoi? Parce que on a les data Google Ads ou bon etc. Mais en fait, et dans HubSpot concrètement, de façon très opérationnelle, ça a donné quoi? Voilà. Et c'est comme ça qu'on pilote nos agences en fait. Ouais, bah ça met du ROI, les actions marketing, comme on le disait tout à l'heure. Exactement. Mettre en place des actions très en amont du funnel, pour moi, ne marche que partiellement si on n'a pas la mesure de l'impact que ça a derrière en termes de génération de chiffre d'affaires et de génération d'affaires. Et ça vaut évidemment sur l'évaluation de la pertinence d'être présent à un salon, par exemple. Tu reviens d'une journée de salon avec 50 leads, tu dis ouais super, la journée était bonne, ouais, mais derrière il s'est passé quoi, hein, Ouais. T'as généré combien de rendez-vous, combien de quel rendez-vous, chiffre d'affaires. combien de devis, combien d'affaires, quel chiffre d'affaires, etc. Et c'est sur cette donnée-là que tu vas décider de revenir l'année prochaine ou pas, évidemment. Enfin, voilà. Surtout, ça coûte cher les forums. Oui. Comme le temps passe, effectivement, je vous montre assez rapidement ce que nous, on est capable, ce qu'on a mis en place, ce que je vous recommande de mettre en place. Alors, il y a plusieurs solutions, mais on a mis en place un dashboard d'abord de la qualité de la base de données. Donc là, par exemple, on peut voir que chez Up2, on a des décideurs qui n'ont pas de 0,6. Donc on voit qu'on en a plein. Là, je les ai pris par commerciaux. Je vois le nombre de contacts qu'on va avoir ici, les décideurs avec des 0,6. Donc là, par exemple, je vois que j'ai 139 000 contacts attribués et j'en ai que 89 000 qui ont un 0,6 et 99 000 qui ont un email. Je sais que j'ai un delta potentiellement de 40 000 personnes sur lesquelles j'ai pas de numéro de téléphone. Et donc, potentiellement, ça me permet de définir la qualité de ma base de données et donc de me dire quelles vont être les mécaniques que je vais mettre en place pour pouvoir aller chercher les 0,6 par des outils externes potentiellement, parce qu'on peut brancher HubSpot avec des outils externes et les emails de façon à ce qu'on puisse éviter au commercial de perdre du temps sur je vais aller sur chaque personne individuellement pour pouvoir aller chercher son 0,6. Il y a d'autres éléments qui sont importants pour nous, les emails, les contacts où on n'a pas la fonction. Et donc, en fait, on va venir monitorer la qualité de la base de données et notre équipe SalesOps chez Up2 va venir enrichir la base de données de façon à ce que les commerciaux puissent concentrer leurs efforts que sur la partie business et pas sur la partie data quality. Il y a un niveau 2 qui est assez intéressant, qui est le hub opération. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un des derniers hubs qui est sorti chez HubSpot et qui permet en fait automatiquement de venir scorer la qualité de votre base de données. Donc là, par exemple, il me dit que j'ai 143 000 contacts. Je sais que j'ai 91% de la qualité de ma base de données qui comporte une valeur sur au moins une transaction. Et après, il va me dire, bon ben voilà, tu as 34 propriétés où il n'y a pas de données, tu as 251 propriétés qui ne sont pas utilisées. Et donc, je peux rentrer à un niveau un peu plus approfondi et donc de qualité de la base de données et de me dire, bon, ben voilà, concrètement, alors je sais pas ce que je viens d'ouvrir, mais concrètement, ces propriétés-là, elles sont sensibles et donc il faut que je les monitore et potentiellement, il faut que je les supprime parce qu'elles sont pas utilisées. Donc en fait, on peut rentrer dans des mécaniques de data, de qualité de la base de données avec le hub opération qui sont assez avancées et qui nous permettent de mettre à plat
ces données-là de façon à ce que le reporting soit intelligent et soit au service du chiffre d'affaires. Pour terminer, je vous montre quand même un report d'activité. Dans les éléments que je vous ai donnés par rapport au reporting intelligent, le premier critère, c'était la qualité de la base de données. Et le deuxième critère, j'ai oublié de vous en parler, mais qui est super important, c'est en fait mettre en place des super tableaux de pilotage. Ça ne marche pas si on met l'entièreté de la responsabilité sur les commerciaux. C'est trop facile de taper sur les doigts sur le commercial ou sur l'utilisateur final si les directeurs et les managers commerciaux ne sont pas au service de ce pilotage via le CRM et via les équipes. On voit aussi que dans les machines de vente, de manière générale, on a des managers qui sont trop permissifs. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que les managers et les directeurs commerciaux qui nous écoutent aujourd'hui, ou si vous pouvez leur passer des messages, c'est tout ce qui n'est pas dans le CRM ne compte pas. Ne pas permettre d'avoir un fichier Excel à côté d'analyse. Être capable aussi de se dire, je fais mes reporting directement dans mon CRM. Là, je vous montre par exemple le reporting de l'activité de nos managers commerciaux. Ça s'appelle le report hebdo, tout simplement. Et par exemple, là, j'ai repris l'équipe de Strasbourg. Le manager chez nous de Strasbourg, il vient faire ses one-to-one avec ses équipes directement depuis cette interface-là. Donc là, il voit l'activité des appels passés avec les appels qui ont été passés plus les conversations de vente qui ont été passées. Tu le parlais, hein, les rendez-vous qui ont été pris par ces équipes-là, sur quel produit et d'où proviennent ces rendez-vous-là. On a le détail des rendez-vous mois après mois et avec quelle entreprise ont été prises ces rendez-vous-là et quels sont les deals qui potentiellement vont signer. Donc en fait, on a l'ensemble de l'activité commerciale qui va être modélisé dans ce rapport-là. Et en fait, le manager va, dans son one-to-one et dans ses mécaniques managériales, venir se dire que le CRM lui sert au quotidien avec de la data qui est bonne, mais surtout, en fait, c'est lui qui va dire aujourd'hui, on travaille que dans le CRM. Et si je ne le vois pas dans le CRM, ça ne compte pas. Donc, c'est vraiment les deux conseils que je vous donne sur le reporting. Cleanez votre base de données et soyez capable de mettre en place des mécaniques dès la direction de l'équipe, dès les managers et bien évidemment avec les commerciaux qui vont dire, bon, là, les gars ou les filles, il faut vraiment que vous soyez dans le CRM pour voir les choses parce que sinon, on va revenir dans le biais qu'on a vu au début d'échange. On n'utilise que 50% de notre CRM. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte que notre machine de vente, elle fuit par plein de petits biais, par le reporting, par la qualité de la base de données et par d'autres choses. Yes. C'était un peu le mot de la fin sur la partie reporting. Je reviens sur la présentation pour conclure sur cette présentation qui est passée à une vitesse monumentale, à la différence du match de l'équipe de France hier, qui était très très long. Ou pas assez, tu vois, parce qu'il nous a manqué un peu de temps pour en mettre un deuxième. Mais... Ouais, je pense qu'on aurait pu lever 5 heures, on n'aurait pas marqué. C'est possible. Désolé si certains n'aiment pas la France, enfin n'aiment pas la France, n'aiment pas le foot. J'ai pas pu faire je voulais faire un parallèle avec le débat politique, mais je ne veux pas me mouiller dans ces éléments-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que HubSpot, c'est un excellent outil CRM 360 aujourd'hui qui permet de travailler de l'acquisition de leads jusqu'à la partie service. On l'a vu avec ce que tu disais, notamment sur la partie je branche mon formulaire de contact jusqu'à mon NPS qui est l'après-vente. Finalement, le NPS, on rentre dans la satisfaction client. Ce que je vous conseille de faire, c'est qu'avant de réfléchir à un CRM X, Y, ou même avant de réfléchir à quelles sont les fonctionnalités qu'on peut mettre en place dans HubSpot, mettez à plat vos processus business, modélisez-les vraiment, écrivez-les et réfléchissez derrière à comment ça pourrait s'instrumentaliser dans HubSpot. Définissez des bonnes règles et mettez en place des règles qui permettent d'uniformiser, de standardiser ça à toutes les équipes. Pensez d'abord simple avant de réfléchir à des trucs compliqués. Là, par exemple, on se parle du lead scoring. Le lead scoring, par exemple, je ne le mets pas en place ou je le déconseille à une entreprise qui vient de mettre en place HubSpot. Il y a plein de fondamentaux à mettre en place dans un premier temps. Par exemple, la gestion du pipe est plus importante. Pas besoin de mettre en place, par exemple, les P1, P2, P3, les scoring, etc. Pensez déjà à utiliser 25-30% de l'outil et pensez en mode test and learn. On teste des choses et au fur et à mesure, on va venir passer de 30 à 50, de 50 à 60, etc., etc. Et enfin, le dernier sujet, et c'était une question qui était ressortie, ne négligez surtout pas l'accompagnement des équipes. C'est très long, la conduite du changement avec les équipes, avec la mise en place d'un CRM. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre dans vos groupes de réflexion, donc mettre en place les processus, le test and learn, prenez des commerciaux avec vous, faites-les réfléchir et ils vont avoir des idées ou des commerciaux, des équipes marketing, mais c'est les personnes qui vont l'utiliser et c'est souvent eux qui vont amener les bonnes idées. Et surtout, si vous êtes capable d'avoir une ou deux personnes qui vont être sponsors au sein des équipes, ça va être la meilleure façon de pouvoir le généraliser. Il y a beaucoup d'équipes sales ops que je vois qui sont dans mon métier, qui travaillent dans leur côté en chambre et qui mettent en place des super trucs, mais qui ne marchent pas parce qu'en fait, ils ne vont pas au contact des équipes.
François, je te laisse peut-être faire un mot de la fin si pour compléter ce que je viens de dire. Écoute, 100% d'accord avec toi. Avant de créer l'histoire de Slide, j'étais consultant et sur des sujets de transformation et de conduite du changement. Donc, j'abonde évidemment dans ce que tu dis. J'ai vécu ça pendant plus de 10 ans. Donc, voilà. Ça tombait. Chez nous, on est tout petit, donc c'était pas très compliqué d'inclure les équipes dans la réflexion, mais on l'a fait évidemment. Euh, et sur le côté test and learn, on parlait du lead scoring, enfin, on en a parlé tout à l'heure. On l'a fait chez nous, mais on l'a fait très récemment et pas du tout au tout début. Et on l'a fait en mettant doucement un pied dans la piscine, en ayant plein d'idées et de rêves de ce qu'on pourrait faire plus tard, mais en se disant, OK, on commence par un truc déjà simple, on voit comment ça fonctionne, et puis on verra plus tard. D'ailleurs, l'expérience, on n'a pas le temps d'en parler, mais l'expérience montre qu'on a raison de faire comme ça. Voilà. Euh, alors, par rapport au sujet du jour, tu as peut-être envie que je te partage quelques Ouais, quelques chiffres. résultats, Ouais. quelques chiffres, quelques datas. On a des datas un peu impressionnantes chez nous et on en est assez heureux, mais sur la période, donc en gros, depuis 2022, on a commencé à travailler sur les sujets de CRM. Bon, notre chiffre d'affaires, il a été multiplié par 2,5. Donc, c'est ça le sujet du jour. Chez nous, c'est fois 2,5. Ok. Chaque commercial a multiplié son chiffre d'affaires personnel par 2. Ok. Wow. Et on a un nombre de leads qui a triplé. Bon, alors évidemment, c'est des chiffres, voilà. Le CRM, c'est le cœur du réacteur. Parce que, évidemment, on a fait d'autres choses autour de ça pour générer ces résultats. On a lancé des nouvelles offres, on a changé d'agence SEO, SEA, bon, et j'en passe. On a fait plus de salons, enfin bon, etc. Donc, le CRM a évidemment une part hyper importante là-dedans. Ouais. Mais comme j'ai dit, je crois au tout début, c'est le réceptacle ou c'est le porteur, c'est ce qui structure tout ce que tu fais en termes de processus commerciaux. D'où le fait d'ailleurs que ça soit ton point 2 et qu'en fait, évidemment, au moment où tu mets l'outil, tu penses d'abord à tes processus et comment l'outil va les porter ou les sédimenter, tu vois. Bon, évidemment. Mais donc, voilà. Donc, en tout cas, chez nous, les résultats, c'est cela. Ça n'est pas dû que au CRM, c'est dû à l'action commerciale 360, mais donc porté par un outil qui, justement, est 360. Ok. Voilà. Eh ben, c'est une très bonne conclusion. Je vous ai merci et surtout c'est des chiffres impressionnants. Alors bien évidemment à l'échelle d'un business qui s'est créé assez récemment, mais toutes les boîtes qui se créent récemment ne font pas x2 fois 2,5 en chiffre d'affaires et plus de 100% de croissance. Donc moi je souhaite que Histoire de Slide soit demain la boîte numéro 1 qui va accompagner les entreprises sur ces sujets-là de marketing externalisé et de marque potentiellement interne. Je vous ai envoyé un petit sondage que j'avais oublié de vous envoyer sur le reporting. N'hésitez pas à le remplir sur c'est quoi en fait votre enjeu numéro 1 sur le sujet du reporting. J'ai oublié le sondage numéro 2. Je me fais taper dessus par la technique derrière. Désolé pour les tiennes. Et ouais, alors il est midi 2. Je sais pas si vous êtes retenus. Nous, on se laisse encore un peu quelques minutes par rapport à ça. Si vous avez des questions, on va y répondre et on vous laisse encore 5-10 minutes. N'hésitez pas à poser des questions. Alors, on va les prendre une par une. Alors, attends, parce que là, du coup, j'ai perdu mon sondage, mais c'est pas grave. Alors, première question qui a été posée. Pourquoi spécifiquement Pipedrive n'était pas adapté à vos besoins? Bon, je vais faire une réponse rapide et non exhaustive, mais le premier truc qui était lourdingue pour nous, c'est qu'on avait beaucoup de mal à faire des devis dans Pipedrive. Donc ça, c'était vraiment pénible et je souhaitais que les commerciaux fassent tout dans un seul outil et n'ouvrent pas des Google Docs ou n'ouvrent pas un logiciel de compta, de facture pour faire des devis, en fait, etc. Et il y avait d'autres questions, j'avoue, d'autres freins, d'autres limites, j'ai oublié lesquelles, pour être honnête. Le reporting, peut-être, qui était peut-être pas aussi complet. Ouais, et puis peut-être des questions de workflow aussi. On peut en faire dans Pipedrive, évidemment, mais il y avait des trucs qu'on n'arrivait pas à faire en termes de workflow. Je sais plus ce que c'était, désolé. Bon, ok. En tout cas, vous avez les éléments qui ont amené la réflexion de François pour se dire qu'il fallait un CRM un peu plus strong, notamment dans une phase de croissance, c'est dans lequel potentiellement tu vas avoir plus de personnes et plus de besoins qui vont être périphériques à juste la vente. Oui, et puis par ailleurs, mais ça c'est une appréciation personnelle enfin, de l'équipe, mais l'interface nous plaisait pas du tout, du tout, du tout. On avait beaucoup de mal du coup dans le côté appropriation et utilisation par les équipes. On avait beaucoup de mal avec l'interface Pipedrive. Bon, ça c'est, je suppose qu'il y a des gens qui s'en dépatouillent très bien, mais nous on préfère HubSpot. Bon, voilà, et des questions du UX, mais effectivement, HubSpot a une UX assez sympa. Et même pour moi une des plus sympas du marché, et c'est ce qui explique le fait que ça marche avec les Et équipes. puis c'est super intuitif, les trucs sont là où tu t'attends à les trouver. T'as pas besoin de pratiquer l'outil depuis 6 mois pour retrouver tes petits. Ouais. Il y a certains autres outils qui sont peut-être un peu moins intuitifs. Ouais. Alors on a
quelqu'un qui, je sais pas si c'est une question, mais c'est très long. Lead scoring sur la balade d'un profil sur un site internet correspond à un workflow très inbound. Avant de rentrer dans une perspective de lead scoring, il y a l'acquisition. Avant le lead scoring, il y aura besoin d'un autre scoring, celui de la qualité de la réception de notre pression commerciale. Exemple, mon prospect n'a pas répondu à mes 3 derniers emails. Il devait y avoir un scoring people et également un scoring entreprise. Si 4 personnes sur 10 dans un compte prospect réagissent à mes emails, ça veut dire quelque chose. Quand on travaille sur des prospections qui réunissent 3 ou 4 interlocuteurs, ce serait intéressant d'avoir un sales investment scoring qui permet à un sales d'arrêter sa prospection sur un compte ou de l'amplifier. Est-ce qu'HubSpot permet dans son reporting de juger des efforts réalisés sur l'ensemble d'un compte basé sur le nombre de tentatives telles de mails ou de messages LinkedIn, etc. Très bonne question. Effectivement, c'est finalement quel est le rapport entre mon intensité commerciale et le niveau de réponse. Alors, c'est une bonne question parce que c'est une question qu'on s'est posée chez Up2 assez récemment. Aujourd'hui, HubSpot ne le permet pas parce que en fait, HubSpot n'a pas la capacité de pouvoir définir le nombre de tentatives. En fait, on est capable de dire quelle a été la dernière tentative, à quel moment on a tenté des choses, mais il y a un tout petit biais, c'est qu'on n'est pas capable de venir mettre en place comment dire, une sorte de compteur pour dire bon, on a tenté sur les 30 derniers jours 45 trucs et en fait, ça n'a pas marché et donc en fait, on va venir lui dire bah, stop. On peut le faire par d'autres biais. Mais ça demande des développements externes. Nous, on est passé on a des développeurs chez Up2 qui bossent aussi sur HubSpot, qui viennent en fait horodater finalement directement le nombre de tentatives sur une période donnée. Donc, alors oui, c'est possible pour répondre à la question qui a été posée, mais c'est possible par un développement externe. Donc ça demande pas nativement cette partie-là. Par contre, HubSpot vient de sortir une bêta sur le lead scoring qui devient beaucoup plus strong. Et je suis sûr, parce qu'il y a des tickets qui ont été ouverts en ce sens par rapport à votre question, qu'il y a des choses qui vont évoluer au sein de l'année 2024. Que veut dire faire remonter le NPS? En fait, on a un tableau de bord mensuel. Donc, j'ai expliqué qu'à chaque fin de projet, on demande à tous nos clients de noter leur satisfaction et donc d'obtenir un score NPS. Et donc, dans nos tableaux de bord de reporting, justement, on a un reporting spécifique NPS qui, sur une période mensuelle, trimestrielle, annuelle, nous donne notre score NPS. C'est ça qu'on voulait dire par faire remonter le NPS dans HubSpot. Voilà, parce que le NPS, concrètement, c'est un typeform qui ensuite remonte la data dans HubSpot avec du make, je crois, entre les deux. Et du coup, une fois que la data est dans HubSpot, on fait un reporting. Ok. Voilà. Et je sais pas si la personne qui a posé la question ne savait pas ce que c'était que le NPS, mais le NPS, c'est le Net Promoter Score. Oui. C'est un score qui va de 1 à 10 et qui permet de savoir si les clients sont satisfaits ou pas satisfaits et de savoir s'il y a une propension à recommander. Tout à fait. Voilà, comme tu le disais. On a une dernière question qui est quelle est la différence entre l'estimation du scoring du lead et la probabilité? C'est une bonne question parce que finalement, c'est 2 éléments de score qu'on a vus aujourd'hui. Alors, l'estimation, le scoring du lead, il est plutôt lié à l'amont du funnel, donc de se dire est-ce qu'on a une propension à pouvoir appeler cette personne pour prendre un rendez-vous avec elle. Et donc en fait, il y a beaucoup plus de personnes qui sont concernées par ce score-là. La probabilité de closing, c'est une fois qu'on a créé cette affaire avec cette entreprise ou avec ce contact, quelle est la probabilité qu'on soit capable de signer avec cette personne-là. Donc on est un peu plus spécifique et on est plus proche du transactionnel. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, Benoît, mais voilà la distinction entre les deux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça a été clair pour vous? Il y a des retours que vous voulez nous faire? Il y a une autre question qui vient d'apparaître. Ah, comment rendre obligatoire un CRM quand des vendeurs n'ont jamais eu de CRM? Ah, c'est une bonne question. C'est une très bonne question, Benoît. Fabrice, pardon. Vaste sujet. Vaste sujet, vaste sujet. Si j'ai allez, un ou deux comment dire tips à vous donner, ouais, conseils à vous donner là-dessus. Déjà, nous, ce qu'on fait, et c'est des configurations d'entreprise, parce qu'on bosse beaucoup avec des PME aussi, qui ont des commerciaux un peu à l'ancienne, qui fonctionnent avec des méthodes depuis des années. Avant de se dire on lance un CRM, faire des ateliers de travail avec les personnes. Nous, ce qu'on fait chez Up2 de manière générale, c'est qu'on fait des ateliers avec eux et on parle pas forcément de CRM, on parle il ressemble à quoi ton quotidien? Qu'est-ce qui est important pour toi? Bon, concrètement, les commerciaux, généralement, ce qui est important pour eux, c'est gagner du temps et de l'argent. Comment dire, je synthétise beaucoup, mais c'est souvent les drivers qui sont importants pour eux. Et donc, la réponse à cette question, c'est comment la mise en place d'un CRM va permettre de gagner du temps et de l'argent. Et donc, pour ça, ce qu'on va faire lors des ateliers, c'est on va essayer de déconstruire leur semaine type et de se dire, tu perds du temps sur quoi? Qu'est-ce qui est compliqué pour toi? Qu'est-ce qui est chiant pour toi? Ok, c'est très bien. Et donc, on va essayer de construire dans le CRM potentiellement des choses qui leur permettent de gagner du temps. L'envoi des devis, l'envoi des factures, la relance client, tout ce qui va être l'administration de manière générale. Comment je suis capable de te faire gagner du temps et comment
vraiment, du coup, ce temps-là économisé permet de se dire que tu vas toucher plus de clients, que ce soit en prospection ou en gestion client, et donc de gagner in fine plus d'argent, puisque c'est des drivers qui sont importants pour toi. Donc, pour répondre à ta question, concrètement, ce qui va se passer, c'est que ces ateliers de travail vont nous permettre de comprendre les drivers qui sont importants chez eux, et de se dire, demain, si je te mets en place un nouvel outil, qu'est-ce qui va être important pour toi? Tu veux gagner du temps sur quoi? Tu veux perdre du temps sur quoi? Et en fait, ils vont se sentir concernés par le projet, et comme ils vont se sentir concernés, ils vont se dire, eh ben en fait, ben ouais, je vais être embarqué dans ce projet. Alors je te dis pas que c'est la formule magique qui va se dire que euh, tous les commerciaux vont adhérer au projet. Ça va se faire au fur et à mesure, mais c'est comme ça qu'on fonctionne comme étant une bonne pratique. Et après derrière, dans le choix du CRM, peut-être aussi, on va leur demander quel est ton avis par rapport à ça. On va leur montrer des choses et on va leur faire des maquettes. Quand on va paramétrer le CRM, on va leur faire des tests. Et lors de la formation, on va pas les former à l'outil et aux fonctionnalités, on va plutôt les former au processus. Quand je prospecte, voilà à quoi ça ressemble. Quand j'ai un deal, voilà à quoi ça ressemble. Quand je relance mes clients, voilà à quoi ça ressemble. Donc, on va prendre un biais plus commercial qu'un biais outil, et donc un biais bénéfice. Et les bénéfices, on les a vus, c'est développer son chiffre d'affaires et gagner du temps. Voilà. Ah bon, on a encore une question de Christine. Comment avoir une note de synthèse sur une entreprise ou un deal sans avoir besoin de visionner l'historique des emails, meetings, etc. Merci pour le webinaire. Bah, merci Christine pour ta question. En fait, on peut faire des notes de synthèse avec des workflows aujourd'hui directement, qui sont capables de venir aller récupérer des informations qui sont basées sur l'entreprise et ou le contact, et de se dire, en fonction des informations que j'ai, je fais une synthèse. Et en plus, là, il y a ChatGPT que vous connaissez maintenant tous, qui est en train vraiment d'arriver dans les usages autour d'HubSpot, et qui permettent de justement aller récupérer ces informations-là pour venir les synthétiser. Donc en fait, dans les workflows, tu as des possibilités aujourd'hui qui te permettent de synthétiser ces éléments-là d'une entreprise ou d'un contact. Et on a même autre chose que je vais te montrer ici, qui est assez cool, qui a été mis en place il y a 2 ans. Donc là, par exemple, vous voyez une entreprise. Tac, je vais vous montrer une entreprise. Oups, là, il y a un truc qui s'appelle vue d'ensemble que tu peux entièrement personnaliser et qui te permet donc plutôt que de voir l'historique de tout ce qui s'est passé, comme c'est le cas, de voir en fait les informations clés de l'entreprise. Donc là, par exemple, ce qui se passe avec cette entreprise-là, ce que je veux afficher pour mon commercial, c'est une description rapide de l'entreprise. C'est dans quel secteur d'activité il se trouve, quels sont ses enjeux commerciaux, à quel moment a eu lieu la dernière activité. Je vois l'historique des produits qu'il a consommés, les contacts clés et les différentes transactions. Donc, en fait, on est capable aujourd'hui de synthétiser les informations qui sont liées à une entreprise ou un contact directement depuis cette interface-là. Voilà, Christine, pour répondre à ta question. Soit c'est via les workflows, une note qu'on peut créer, soit c'est via l'interface de vue d'ensemble qui te permet de vraiment personnaliser l'historique. Et donc, ce que tu vois ici, qui peut vite être fouillis, parce que c'est comme sur Facebook ou comme sur n'importe quel réseau social, c'est l'historique de tout ce qui s'est passé. Si tu as 5 ans d'ancienneté, tu peux synthétiser 5 ans d'ancienneté. Voilà. Et ben moi je vous remercie, les midi 12. Je pense qu'il y a peut-être les estomacs là qui gargouillent. J'entends l'estomac de François gargouiller. Tu as dû te lever très tôt ce matin. Mais je vous remercie. On va vous envoyer un petit scan et un petit résumé de ce qui s'est passé. Donc par scan, j'entends si jamais vous l'avez plus loin et vous vous posez des questions sur l'efficacité de votre modèle, on va vous l'envoyer. Il y aura bien évidemment un replay qui va sortir. Et d'autres supports un peu plus exhaustifs sur le lead scoring, la gestion du pipe et le reporting vont sortir d'ici à la rentrée de septembre pour vous donner plus d'éléments et que vous puissiez vous approprier ces éléments-là. Bien évidemment, si vous posez des questions et que vous avez besoin d'accompagnement sur ces sujets, on reste ouvert et vous pouvez me contacter directement ou via le formulaire de contact pour qu'on puisse vous aider à utiliser 100% ou en tout cas le plein potentiel de votre CRM. Et si vous vous posez des questions sur votre identité visuelle et sur votre image de marque, n'hésitez pas à contacter François et sur vos présentations commerciales, puisqu'on a des commerciaux, je suppose, au bout du fil. Exactement. Évidemment, c'est ce qu'on fait beaucoup. Exactement. Et vous pouvez la rajouter sur LinkedIn. C'est un très très bon influenceur qui vous explique comment avoir des bonnes pratiques autour de ces sujets-là. Merci. Merci à tous, bonne journée et puis à bientôt j'espère. À bientôt.